Le 6 avril 1944, la Gestapo de Lyon arrête 44 enfants juifs et 7 adultes réfugiés dans une maison discrète du Bugey. La plupart seront exterminés à Auschwitz, tandis que 2 adolescents et le directeur, Miron Zlatin, seront assassinés en Estonie. Cette tragédie n'est pas seulement un épisode du génocide, elle est aussi le point de rupture où se manifeste l'existence d'une France que les récits officiels d'après-guerre ont longtemps occultée, celle des réseaux clandestins de sauvetage, des alliances transconfessionnelles et surtout celle d'une responsabilité de l'État qu'il a fallu 50 ans pour reconnaître. Sabine Zlatin, infirmière juive polonaise réfugiée, crée la colonie après avoir été congédiée des hôpitaux en 1941 en raison des lois antisémites de Vichy. Cette femme n'invente rien. Elle s'inscrit dans un mouvement de résistance civile que les archives révèlent. L'œuvre de secours aux enfants, l'OSE, les éclaireurs israélites de France, l'EIF, ainsi que l'African Friends Service Committee, une organisation quaker créée dès les années 1940, un maillage complexe d'aide aux enfants juifs persécutés. La colonie d'Isieux n'est pas un refuge figé mais une étape. Entre mai 1943 et janvier 1944, 105 enfants y ont séjourné, certains quelques semaines, d'autres quelques mois, avant de rejoindre des familles d'accueil, des institutions religieuses ou de franchir clandestinement la frontière suisse. Ce qui frappe dans ce mécanisme, c'est qu'il repose sur une logique de circulation et de dispersion contraire aux volontés centralisatrices tant du régime de Vichy que de l'occupant nazi. L'histoire du sauvetage des enfants d'Isieux ne peut être écrite sans reconnaître le rôle des acteurs religieux. Des organisations protestantes, notamment les Quakers américains, fournissent des aides substantielles, nourriture, abri et financement, à des réfugiés juifs. Mais cette aide n'annule pas les tensions. L'Église catholique elle-même connaît des bifurcations. En 1942, au sein du comité de Nîmes, formé par une vingtaine d'associations caritatives, protestantes et juives, le sauvetage des enfants s'était organisé dès novembre 1940 avec des résultats tangibles. 300 enfants avaient pu partir vers les États-Unis. Le religieux ne s'oppose pas ici aux juifs, il le protège. Pourtant, le 6 avril 1944, quand la menace devient imminente, Sabine Zlatin elle-même recourt au clergé. Présente à Montpellier, elle demande l'aide de l'abbé Prévost pour disperser les enfants de la colonie. Cet acte révèle que même les réseaux institutionnels de l'Église, malgré leur implication variable dans la persécution, restaient des acteurs potentiels d'une autre histoire possible. Le drame d'Isieux aurait pu disparaître dans l'oubli. Jusqu'à la fin des années 60, la parole des rescapés de la Shoah existe, mais est peu écoutée. La mémoire de la déportation est dominée par celle des résistants et des déportés politiques, destinée à permettre la réconciliation nationale en glorifiant les héros et en faisant de Vichy une simple parenthèse de l'histoire française. C'est Sabine Zlatin qui refuse ce silence. Peu après la rafle, elle revient à Isieux et ramasse les lettres, les dessins des enfants et les documents éparpillés. C'est là qu'elle commence le lourd travail de mémoire. Pendant 40 ans, elle porte seule le poids de cette histoire. Ses efforts aboutissent à des commémorations annuelles dès 1946 à Isieux et Brégnier-Cordon, soutenues par les autorités locales, et en 1946, une importante cérémonie réunit plus de 3000 personnes, avec le soutien des populations et des autorités. Mais c'est le procès Klaus Barbie qui change tout. En 1987, Klaus Barbie, ancien chef de la Gestapo qui ordonna la rafle, est jugé à Lyon. Sa condamnation marque la première peine pour crime contre l'humanité prononcée en France. Ce procès ne devient possible que parce que Serge Klarsfeld retrouve dans les archives du Centre de documentation juive contemporaine le télex de Barbie rendant compte de la déportation des 44 enfants. L'archive judiciaire devient le fondement d'une remise en question du récit officiel. Au lendemain du procès Barbie en 1987,
se constitue autour de Sabine Zlatine l'association du Musée mémorial des enfants d'Isieux, avec le soutien politique au plus haut niveau. En 1994, le président François Mitterrand inaugure le mémorial, le transformant en lieu de mémoire nationale porteur de valeurs universelles. Ce moment marque une brisure. Par décret présidentiel du 3 février 1993, la Maison d'Isieux est reconnue comme l'un des 3 lieux de mémoire nationale des crimes et persécutions commis par les nazis, avec la complicité du gouvernement de Vichy. Cette reconnaissance est révolutionnaire, car elle explicite ce que la doctrine gaulliste interdisait depuis 1944. Elle reconnaît que la persécution n'était pas seulement nazie, mais avec la complicité de l'État français. Cependant, la reconnaissance tarde. C'est seulement en 1995, 50 ans après la fin de la guerre, que Jacques Chirac reconnaît publiquement la responsabilité de l'État français dans la Shoah, marquant un tournant politique majeur. Entre 1944 et 1995, s'étend un demi-siècle de déni officiel. L'histoire des enfants d'Isieux révèle un paradoxe que le discours historique officiel peine à intégrer. Environ 16% des Juifs français en 1940 ont été déportés, contre 40% des Juifs étrangers. Cette différence statistique ne s'explique pas par l'action bienveillante de Vichy, mais par l'existence concrète de ces réseaux de sauvetage qui contredisaient la doctrine d'État. À partir des années 1970, des historiens et des cinéastes comme Marcel Ophuls, ainsi que Robert Paxton et Michael Maru, dévoile la face collaboratrice de la France, l'antisémitisme au sein de la population et les ressorts de la politique antisémite du gouvernement de Vichy, permettant à ces sujets sensibles de tomber dans le domaine public. Le mémorial d'Isieux devient ainsi un lieu où se cristallise cette tension irrévolue entre l'État qui a persécuté et les citoyens qui ont sauvé. Entre le récit officiel qui aurait voulu faire de Vichy une parenthèse et la réalité d'une complicité systématique, entre le silence de 40 ans et la parole finalement entendue. L'histoire des enfants d'Isieux ne peut être contenue dans le récit d'un État-nation unique. Elle exige de reconnaître l'existence de plusieurs France, celle de l'administration persécutrice, celle des gendarmes et policiers qui appliquaient les ordres, celle aussi des sous-préfets, comme Pierre-Marcel Witzer, qui offrait asile, des religieux qui facilitaient les passages, des infirmières, comme Sabine Zlatine qui refusait d'oublier. Cette pluralité n'est pas une faiblesse du récit national, elle en est la condition de possibilité, car dire que la France a livré des enfants juifs à la mort et que des Français ont sauvé des enfants juifs au péril de leur vie, c'est reconnaître que la nation n'est jamais une, que sa mémoire se construit toujours avec, par et contre les institutions religieuses, administratives, civiles. C'est accepter que le devoir de mémoire ne soit jamais achevé, que la justice soit toujours à construire et que les enfants d'Isieux continuent, depuis les cendres d'Auschwitz, à interpeller cette France plurielle sur ce qu'elle était, ce qu'elle a été et ce qu'elle pourrait encore être.